Est-ce que vous savez ce que c'est? Le signe absolu qu'une personne est diabolique, démoniaque, qu'elle porte le mal en elle. Vous savez que dans ses veines, c'est pas du sang qui coule, c'est du venin, c'est du poison, c'est de la mort au rat même. Ce sont les gens, quand vous leur envoyez un message important ou avec une question, qui commencent à répondre. Donc vous voyez les trois petits points où vous voyez typing en train d'écrire. Et ensuite, ils n'envoient pas leur réponse. Et vous, c'est un message important pour vous. Vous attendez la réponse à la question. Vous êtes dans le suspense. Vous voyez que la personne a vu votre message, a commencé à répondre, et vous recevez rien. Et puis après, hop, elle arrête. Et là, c'est silence. Et vous vous dites, est-ce qu'il va me répondre, pas me répondre, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pire que le vu, si vous voulez mon avis. Parce que le vu, au moins, on sait à quoi s'en tenir. La personne a vu le message et a sciemment décidé de ne pas vous répondre. Mais ça, la personne qui commence à vous répondre, mais qui envoie jamais sa réponse, elle vous maintient dans un état de tension, d'angoisse, de stress, qui pourrait franchement s'apparenter à une technique de torture de la CIA, à mon avis. Donc, je pense que s'il y avait une école de la toxicité, la première chose qu'on apprendrait aux élèves, c'est commencer à répondre et jamais envoyer la réponse. Et bonus pour ceux qui font un audio. C'est vrai que pour le fait que ça m'est déjà arrivé, c'est une tendance qui me saoule, j'aime pas ça. Je me dis, t'as commencé à répondre, autant répondre, fini. Je ne suis pas sûre de mettre mes enfants à l'école, et ce que je vais dire ça peut déranger, mais on ne peut plus faire semblant. L'école d'aujourd'hui n'a jamais eu pour but d'éveiller les enfants, mais de les préparer à rentrer dans un système. Ça choque, mais c'est factuel. On apprend aux enfants à obéir, à rester assis, à attendre leur tour, à demander la permission pour exister, à lever la main pour parler, et à répéter au lieu d'explorer. On leur impose le même rythme, le même cadre, les mêmes matières, alors qu'on sait très bien que les cerveaux n'apprennent pas tous de la même façon, et que chacun a des curiosités, des talents et des envies différentes. Et on appelle ça éduquer, mais c'est surtout formater. On oblige des enfants à se lever à 6h du matin, à rester assis 7 heures, à mémoriser des choses qu'ils oublieront 2 semaines après, et après on s'étonne qu'ils deviennent des adultes déconnectés d'eux-mêmes, fatigués, perdus, qui ne savent pas qui ils sont sans une note ou une validation extérieure. En fait, on prépare les enfants à un monde qui n'existe plus, un monde où il fallait exécuter, pas un monde où il faut créer, comprendre, s'adapter, oser et réfléchir par soi-même. Et c'est ça qui me dérange, parce que le système, il forme des bons élèves, mais pas des humains conscients. Et moi, mes futurs enfants, je n'ai pas envie qu'ils apprennent à être sages, j'ai envie qu'ils apprennent à penser, à explorer, à comprendre comment ils fonctionnent, et pas juste comment on se fait applaudir parce qu'on a réussi un exercice ou quelque chose dans sa vie. Et pour moi, le vrai débat, il est là. Est-ce qu'on veut des enfants qui s'intègrent ou des enfants qui s'élèvent? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Bon bah tout est dit. Je vais rajouter quand même que depuis que on a mis Hugo à l'école en ligne avec ma sœur, donc parce que oui c'est mon neveu, c'est pas mon fils, on a essuyé pas mal de critiques, alors qu'en plus les gens qui nous critiquent sont exactement les mêmes qui critiquent le système scolaire en France depuis des décennies. Un système scolaire qui formate des pions qui vont aller travailler à l'usine pour faire marcher l'économie française. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, hein, l'école n'a pas été créée pour vous instruire, l'école elle a été créée pour envoyer les mamans au travail, tout simplement, parce que quand elles avaient leur progéniture à la maison, elles ne pouvaient pas aller travailler à une certaine époque. Arrêtez de croire aujourd'hui que l'école a été faite pour le bienfait des enfants, l'école elle a été pour le bienfait de l'économie. Arrêtez de croire le contraire parce que votre naïveté me perturbe fortement. L'école t'apprend tout sauf à devenir quelqu'un d'épanoui. L'école t'apprend juste à devenir un pion. Comme je te le dis, un pion qui continuera le système après l'école. Parce que le système, il commence dès la crèche et il se terminera une fois que tu seras mort. Parce que ceux qui ont toujours pas compris, ton système, il a été créé de façon à ce que tu rentres à l'école le plus tôt possible, que tu ailles travailler le plus tôt possible dans un système dans lequel tout le monde va travailler et dont personne ne sort. Et après tes 40 ou 45 ans de travail, on t'expliquera que tu as cotisé pour une magnifique retraite. Les gens qui croient encore ça, vous êtes un petit peu naïfs parce qu'aujourd'hui, vous cotisez pas pour votre retraite à vous, vous cotisez pour les gens qui sont à la retraite aujourd'hui. Donc je peux vous dire que dans 40 ans, il n'y a personne qui cotisera pour vous, donc vous n'en aurez pas des retraites. Bon, je vais cesser de le répéter parce que je sais que ça fait chier un paquet de monde, mais c'est la réalité du monde qui nous entoure. Mais oui, je le répète, je le répéterai toujours, aujourd'hui l'école est un poison. L'école devrait juste servir à apprendre à lire et à écrire et à compter, et pour le reste, les parents devraient être responsables de ce qu'ils veulent faire avec leurs enfants, pendant que le ministère de l'Éducation nationale, lui, fait tout pour empêcher justement les parents de faire ce qu'ils veulent avec leurs mômes. C'est ce qu'on appelle un système qui est rien d'autre qu'une dictature. Quand on regarde, il soulève des choses vraies parce que c'est vraiment fait pour formater, on apprend à travailler, on apprend à faire la société de consommation, tout ça, mais ils nous apprennent pas les choses de la vie, ils nous apprennent pas le... En fait, ils apprennent pas forcément les bonnes choses et quand on regarde, on dit souvent c'est pour la sociétabilité des gens, mais
Il y a beaucoup d'harcèlement, il y a quand même des gens qui se suicident à cause de ça, il y a plein de problèmes en vrai, quand on regarde dans le fond. Je trouve qu'ils ont pas tort. Il y a des mecs de l'armée qui viennent nous expliquer que les politiciens sont corrompus et que le peuple doit se lever pour les dégager. Ah, vous êtes étonnés, vous? Il a été viré. C'est le commandant Koustou. Il nous a tout révélé depuis des années et personne ne veut écouter. Ah, mais de toute façon, on le sait. En Amérique, c'est pareil. Il y en a d'autres qui se sont levés pour dire ça. Every American sitting at home right now needs to realize that you are paying for a genocide. Rise up, America! Rise up! It is time to take back this country from these corrupt politicians. It is time. It is beyond time. Venez, on les dégage, non? Koustou, c'est pareil. Il fait que balancer, il fait que dire, personne ne veut l'écouter, voilà. C'est quand qu'on dégage ces enfoirés? Non, mais sérieusement, moi, j'en ai marre, je m'impatiente là. Hein. Bon, je veux pas dire, mais je trouve le temps long quand même. Pas toi? En vrai, c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de choses qui sont été mises à jour par quelques dossiers et quelques affaires qui sont en train de ressortir. Et ça est en train de confirmer tout ce que ces gens-là disaient en fait. Donc je pense que vu que c'est en train d'être mis en lumière, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Après, il va falloir qu'on fasse deux, trois petites choses aussi pour que ça s'arrête, mais là, ça commence à être mis à jour. Les gueux n'ont pas le droit au plaisir de la vie. Ce que j'ai du mal avec votre concept, c'est ce qu'on met dans les dépenses contraintes. Enfin, moi, je suis désolé, quoi. La boxe, les abonnements Netflix, les portables des gamins, eh ben, je suis désolé, ça, c'est pas des dépenses contraintes. Pour moi, les dépenses contraintes, c'est le logement, la nourriture, quoi. Hein. Et le chauffage. Oui, non, mais un minimum de sécurité. Voilà, on peut mettre le chauffage là-dedans. Qu'on ait un vrai axe de travail autour du logement, ça, je veux bien l'entendre. Mais je crois aussi que les Français font des choix que ne faisaient pas leurs grands-parents, parce que c'est le sens de l'histoire, et puis que si t'as pas ton abonnement Netflix, t'es un con. Et je pense que ces choix-là les contraignent à ne pas faire les arbitrages et à être à découvert au 18 du mois. Voilà. En dehors du fait que je suis d'accord avec Charles, c'est que les gens gagnent globalement pas trop bien leur vie. Mais ils font aussi pas leur choix comme il faudrait les faire. C'est tellement facile de dire que c'est la faute des Français tout le temps. En fait, métro boulot dodo, voilà, c'est tout ce dont à quoi on peut prétendre. Il est complètement débile dans ses propos parce que franchement, Internet, c'est vraiment un achat contrainte de tous les mois parce que sans ça, eh ben, ne serait-ce que pour la scolarité des enfants, c'est niette. On ne peut plus, tout est dématérialisé. Et tous ceux qui sont en télétravail, j'en parle même pas. Donc c'est vraiment complètement idiot ce qu'il dit parce que c'est vraiment nous foutre encore une fois à notre rang de pauvres et de gueux qui prenons les mauvaises décisions. C'est vraiment ridicule. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo m'a fait sortir de mes gonds tout à l'heure. Fallait que je vous en parle. En fait, c'est vrai quand même que c'est pas très malin ce qu'il est en train de dire, parce que vu que le fait que tout est dématérialisé dans cette société, qu'ils continuent à le faire, et même par exemple pour l'identité numérique, dans le cas qu'ils y mettent, on fait comment nous pour y accéder? On peut pas. Donc c'est vrai que Internet, par exemple pour la télé, des choses comme ça, c'est pas le plus important, mais il n'y a pas que la télé, il y a plein d'autres choses. Et de toute façon, j'ai envie de dire, à chaque fois que c'est eux le problème, ils font l'effet miroir, j'appelle ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils disent que c'est la faute des autres, la faute du peuple, la faute des gens qui font les mauvais choix, tout ça. Mais juste déjà, par rapport à ça, pourquoi les gens, il y a une raison de pourquoi les gens ils agissent pas pareil, c'est qu'on doit avoir 4 fois les moyens de nos grands-parents pour pouvoir survivre dans le monde de société de nos jours. Donc déjà ça fait une énorme différence. On boit du désherbant. Écoutez. Une question de santé encore avec Coca-Cola qui rappelle des canettes et bouteilles en verre de nombreux sodas, Fanta, Sprite, Nalu, Tropico et j'en passe. Ceci n'est pas une page de pub, mais bien un rappel massif de boissons et c'est toute l'Europe qui est concernée. Le problème, c'est une teneur trop élevée en chlorate. Éric Bourdoux, Isabelle Husson et Éric Bever pour les explications. Ce sont des millions de canettes et de bouteilles en verre qui sont retirées des rayons. Toutes ont été produites à l'usine de Gand, fin de l'année dernière. Le souci, un taux trop élevé de chlorate, un produit utilisé pour désinfecter l'eau. Une fois qu'on a découvert ce problème, on l'a rapporté, on l'a signalé à l'AFSCA tout de suite. On a aussi pris l'initiative d'avertir nos clients, donc les grandes surfaces, les supermarchés, pour bloquer le stock en attendant l'avis et la décision de l'AFSCA. Et aujourd'hui, avec l'AFSCA, on a décidé de rappeler les produits. Un excès de chlorate qui peut provoquer des problèmes rénaux. Coca-Cola est concerné, mais aussi plusieurs autres marques du groupe.
C'est 8 références différentes puisque ça concerne aussi bien Coca que Fanta, que Sprite, Nalou, Tropico, Minute Maid. Donc il y a quand même un nombre important de variétés de produits qui sont concernés. Mais comment identifier les produits qu'il ne faut pas consommer? On reconnaît ces bouteilles et ces canettes au code. Le code sur les canettes se trouve en bas. Donc il s'agit des codes 328 GE jusqu'à 338 GE. Et donc en bas pour les canettes et pour les bouteilles, en fait sur l'étiquette, aussi que comme sur le coût de la bouteille. En cas de code entre 328 GE et 338 GE, les clients peuvent donc ramener les produits et se faire rembourser à la... Bon, ça vous fait une raison supplémentaire de boycotter ces marques, on n'arrête pas de le dire, mais là c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment de la merde. Faites bien attention aux numéros que vous avez chez vous, n'hésitez pas à aller les rendre. Parce que franchement, j'ai l'impression que tout est empoisonné en ce moment. Il n'y a que des retours sur tous les produits. Il suffit d'aller dans les magasins. Vous voyez, il y a des fiches de retour produits partout. C'est abusé. Franchement, faites attention à ce que vous avez dans le frigo. Essayez de boire de l'eau. Essayez de manger le moins transformé possible. Et surtout, privilégier les producteurs locaux un maximum. Puis bon, c'est tout, faut arrêter de manger, quoi. Il y en a marre maintenant. On va finir par plus rien manger, plus rien boire, parce que c'est vraiment devenu du poison. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ce genre de canette chez vous. En vrai, c'est ce que j'allais dire. C'est que, en fait, quand on regarde bien, on dirait que toute la nourriture et toutes les boissons sont empoisonnées. À chaque fois, il y a toujours des problèmes avec, et après, ça repart. Ça repart. Et j'ai même entendu que pour l'huile de tournesol, ils avaient autorisé un certain pourcentage d'huile de moteur dedans. Donc ça veut dire qu'en fait, pour de vrai, on bouffe de l'huile de moteur en fait. Et il y avait aussi dans la mayonnaise. Et voilà quoi. En fait, ils sont en train de nous empoisonner à petit feu. Et après, on se demande pourquoi on meurt aussi jeune. Tu vas halluciner si t'aimes les chats. En psychologie, ça révèle quelque chose de complètement dingue chez toi. Et si je te dis que c'est pour ça que t'es différent des autres? Alors attends, je t'explique pourquoi. Les scientifiques ont découvert que les gens qui adorent les chats ont un cerveau qui fonctionne pas comme les autres. Les chiens te collent tout le temps pour attirer ton attention, ils veulent que tu les caresses, que tu joues avec eux non-stop. Mais les chats, eux, ils font exactement ce qu'ils veulent. Ils viennent te voir quand ils le veulent et pas quand tu le décides. Et en fait, ton cerveau, il kiffe grave parce que quand un chat vient te voir de lui-même, ça déclenche de l'ocytocine chez toi. C'est la même hormone libérée dans ta tête que quand tu tombes amoureux. Mais là, c'est encore mieux parce que tu l'as pas forcé, c'est lui qui t'a vraiment choisi. Et ça, ton cerveau, il le sent. Des études ont montré que les gens qui aiment les chats sont beaucoup plus créatifs que les autres. Ils aiment bien être tranquilles, tout seuls. Et ça veut pas dire que t'as pas d'amis ou que t'es bizarre, c'est juste que ton cerveau il se repose différemment des autres. Pendant que les autres ont besoin d'être tout le temps entourés de monde pour se sentir bien, toi tu préfères avoir quelques relations solides même si t'en as moins. Et le truc dingue, c'est que les amoureux de chats ont une plus grande capacité d'analyse. Ils arrivent à comprendre beaucoup mieux les trucs compliqués de la vie. Résultat, tu vois des petits détails que les autres remarquent même pas. Tu comprends que les meilleures amitiés, c'est pas celles où on force les gens à nous aimer. C'est celles qui arrivent naturellement sans forcer. Alors la prochaine fois qu'on te traite de bizarre, dis juste que ton cerveau préfère les vraies relations aux fausses amitiés. Dis-moi en commentaire si tu aimes les chats, ça en dit long sur ta manière de réfléchir. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. Comme quoi, les gens qui aiment bien les chats réfléchissent pas si mal en vrai. Tu vois ces moments où t'as rien envie de faire et tu te sens complètement vide pendant des mois. Tu pensais que c'était de la paresse, mais en réalité ton corps il est en train de te sauver la vie. Et ça, personne te l'a jamais dit. Pendant des années, je pensais que j'étais un gars faible, incapable de me lever de mon lit. Et je me disais, mais pourquoi tout le monde y arrive sauf moi? Mais en réalité, c'était pas de la flemme. C'était juste mon système nerveux qui était littéralement en train de s'éteindre. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment. En fait, ton système nerveux, c'est comme une batterie de téléphone. Quand tu vis trop de stress, trop d'anxiété et trop de trauma pendant des mois, tu passes en mode économie d'énergie. Et ce phénomène s'appelle le shutdown, le mode extinction. T'as juste assez de batterie pour survivre la journée, mais zéro énergie pour réellement vivre. Du coup, même voir tes amis, ça te paraît épuisant et tes passions te font plus rien. Et le pire, c'est que même dans les moments où tu devrais être heureux, tu ressens plus rien. Et tu sais pourquoi? En fait, ton cerveau, il essaie de te protéger des émotions trop intenses en les bloquant. Sauf qu'en bloquant la douleur, il bloque aussi la joie, le bonheur et la connexion que tu avais avec les gens. C'est comme si quelqu'un avait mis ta vie sur pause. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est pas permanent. Des neuroscientifiques ont prouvé que ton système nerveux peut se réparer. Sauf que ça passe pas par pensée positive ou changer ton mindset. Ça passe par réguler ton corps, respiration, mouvement et ancrage. C'est des choses simples mais qui changent tout. Si tu te reconnais là-dedans, t'es pas faible et t'es pas paresseux. T'es juste en mode survie. En vrai, je me demande, il y a combien de gens où ils se ressentent dedans en vrai. Et puis là, du coup, si vous avez des petites questions par rapport à cette chose-là, bah, ça vous donnera quelques réponses. Peut-être que vous trouvez votre loyer trop cher. Alors, imaginez un petit peu un endroit où le logement est seulement de 88 centimes par an.
Franchement, ça semblerait trop beau pour être vrai, et pourtant, ce lieu, il existe bel et bien à Augsbourg, en Bavière. C'est ce qu'on appelle la Fuggerei, le plus vieil habitat social du monde. En fait, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle en Allemagne, on a une famille, les Fugger, qui est connue pour le commerce du textile avec l'Italie. Mais lorsque Jacob Fugger va prendre les rênes de l'entreprise familiale, il va transformer en seulement quelques décennies le visage de leur société en empire commercial européen, notamment en s'assurant le monopole du marché du cuivre. Et en tant que banquier, il va soutenir aussi la dynastie des Habsbourg et exercer une influence non négligeable sur la politique européenne de l'époque. Par exemple, il va financer l'ascension de Maximilien Ier et il va acheter 7 électeurs pour mettre Charles Quint sur le trône du Saint-Empire romain germanique. Donc, le mec, il était le plus riche d'Europe et il savait se servir de son pognon. Mais Jacob Fugger, il avait aussi un projet social et il va créer des fondations qui sont dédiées au logement ou à la santé. En 1516, il va lancer la construction d'un quartier pour loger les artisans et les journaliers qui sont en galère. Les journaliers, c'est ceux qui travaillent à la journée, à la tâche. Et en 1521, il en fait un vrai lotissement pour des citoyens pauvres mais dignes d'Augsbourg. Et c'est en 1531 qu'elles vont prendre le nom de Fuggerei. C'est 52 maisons standards de 60 mètres carrés avec 2 étages, petit jardin et surtout un loyer d'1 florin rhénan par an. Mais alors, attention, il y avait évidemment des conditions, puisqu'il fallait être citoyen d'Augsbourg depuis 2 ans, il fallait être pauvre mais pas endetté, et surtout, fallait être un fervent catholique. En 1944, la Fuggerei, elle est détruite aux 2/3 par un bombardement aérien anglais. Mais dès 1945, la famille Fugger va faire reconstruire à l'identique pour la réoccuper 2 ans plus tard. Parce que oui, c'est toujours les descendants de la famille Fugger qui gèrent le quartier grâce à la fondation caritative créée par Jacob en 1520. Et après quelques agrandissements de lotissement, eh bien aujourd'hui, c'est 67 maisons, 147 appartements, une église et un bâtiment administratif qui représente la Fuggerei. Et le loyer, lui, il a toujours pas bougé, puisque c'est toujours 1 florin rhénan par an, c'est-à-dire 88 centimes. Et les conditions pour y habiter, elles n'ont pas non plus changé. Alors, si ça vous tente, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais si vous voulez juste aller y jeter un petit coup d'œil, c'est aussi possible, contre 6,50 €, soit plus de 6 fois le loyer annuel. En vrai, ça fait bader quand même. Du coup, j'ai voulu vous le partager parce que c'est un loyer tellement peu cher et puis c'est bien ce qu'ils ont fait, en vrai, d'un côté. Bon, après, ça, ouais. Ça y est, il y a presque plus d'eau. Et ça, c'est le résultat de ce que ça donne en Turquie. C'est méga flippant. Des trous géants qui sont littéralement en train d'ouvrir la terre. Ces trucs flippants, ça s'appelle des dolines. Et c'est pas le plus dangereux. Non. Le plus dangereux, c'est que c'est littéralement un signal d'alarme qu'il y a une catastrophe qui est en train de se passer. Qu'il y a de moins en moins d'eau sous terre. Il y a AccuWeather, donc un média qui a compté le nombre de trous qui ont été créés ces dernières années-là à cause de ce truc-là. Plus de 700 que dans la région de Konya. C'est affreux. Mais c'est là le pire. C'est pas à cause de trucs naturels ou de... C'est à cause de l'être humain qui pompe trop d'eau sous terre pour les champs, etc. Et ça vide littéralement l'eau de sous terre. Ce qui fait que du coup, comme il n'y a plus d'eau pour supporter la terre, ça tombe et ça fait des méga trous. Et en plus de ça, il y a une sécheresse. Donc, ça s'arrange pas. Mais la Turquie, c'est qu'un test. Parce que bientôt, ça pourrait arriver dans le monde entier. Parce qu'il y a de plus en plus de champs qui sont de plus en plus arrosés, de moins en moins d'eau sous la terre. Et si ça arrive dans le monde, plus de terre fertile. Plus de terre fertile, plus de bouffe. Plus de bouffe, plus de bras. Plus de bras, plus de chocolat. En vrai, c'est vrai que ça fait bader un peu quand même. Parce que là, on est en train de tellement puiser l'eau qu'au final, bientôt, il y en aura peut-être plus. Enfin, je sais pas exactement dans combien de temps, mais ça devient problématique. C'est vrai qu'on a une tendance à mal gérer ce qu'on consomme, l'eau, la nourriture, les choses comme ça. Il y a beaucoup trop de gâchis, de choses comme ça, on pourrait faire autrement en vrai. L'Iran a posé un contrat sur la tête de Trump à 40 millions de dollars. Pour ceux qui ne sont pas au courant, actuellement, l'Iran et les États-Unis, ça ne va pas fort. L'année dernière, carrément, il y a eu des bombardements de la part des États-Unis. Et actuellement, le gouvernement en Iran, c'est un peu la catastrophe. L'Iran pense que c'est à cause de Trump que tout ça se produit. Alors, le gouvernement a décidé de mettre un contrat sur la tête de Trump à 40 millions. Et après, vous osez me dire que le One Piece n'est pas réel. Et après, vous osez me dire que les animés, ce n'est pas la réalité. Regardez ce qui se passe carrément. On a mis la tête de Trump en wanted. Ça propose 40 millions de berries pour aller les choper. Excusez-moi, mais ça, on voit que ça dans les animés ou dans les films. Est-ce que vous savez ce que c'est 40 millions? Je suis pas en train de dire qu'il faut le faire, mais je suis sûre qu'il y a des gens sur cette terre qui vont aller le faire. Et puis, je suis quand même assez curieuse sur ce contrat. Imaginez maintenant la personne, elle arrive à tuer Monsieur Trump. Comment ils vont faire pour récupérer l'argent? Comment ils vont faire même pour vivre?
Est-ce qu'on va avoir le droit à une série Netflix ou une série Amazon Prime sur ça? Enfin, je sais pas. C'est vrai que c'est un peu une dinguerie quand même, 40 millions sur sa tête. Je suis sûr qu'il y en a qui seraient prêts à le faire là. Il y en a qui. Je suis sûr quand ils vont voir, vous allez y penser quand même. Tu vois, cette eau que tu bois, il y a 100% de chance pour que ça ait été l'urine d'un dinosaure, la sueur de Jules César ou même l'eau des bains de Cléopâtre. Et c'est pas une blague, c'est prouvé scientifiquement. En fait, la Terre, elle ne produit jamais d'eau nouvelle. C'est un circuit fermé. On boit, on rejette, ça s'évapore, il pleut, et du coup, la molécule d'eau qu'il y a dans ton verre est immortelle et elle squatte là depuis 4 milliards d'années. Dis-toi qu'un verre d'eau a des milliards de molécules qui circulent depuis tellement longtemps qu'il y a 100% de chance pour que ton eau ait déjà traversé le corps d'un T-Rex, coulé sur l'armure d'un samouraï ou même soit bu par un de tes ancêtres. Mais il y a encore plus dingue. Des chercheurs ont découvert que la moitié de l'eau sur Terre est plus vieille que le Soleil lui-même. Elle flottait dans l'espace avant même que la Terre existe. Elle était accrochée à des comètes glacées et maintenant elle est dans ton verre. Et depuis des milliards d'années, elle tourne en boucle. L'océan, les nuages, la pluie, ton corps, les toilettes et ainsi de suite. Alors ouais, symboliquement, tu bois littéralement l'histoire de la planète entière. Et si tu aimes ce genre d'infos, j'en partage tous les jours. Alors abonne-toi. C'est vrai qu'en général, je n'y vois pas forcément comme ça en vrai. Jusque-là, je n'y avais pas pensé. Mais du coup, ça me fait penser que dans le cas qu'on pourrait récupérer les informations dans l'eau, en vrai, vous imaginez tout ce qu'elle pourrait raconter depuis tout ce temps. Mais bon, voilà, je vous ai partagé ce que j'ai envie de partager. La vidéo est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.